Rien ni personne n'oblige à l'espérance, dont on doit répéter qu'elle est la deuxième vertu théologale et à ce titre ne signifie que pour les croyants. Lorsque l'analyse lucide des faits et de leur dynamique conduit à un inévitable constat de sauvegarde désormais impossible pour un monde déjà profondément engagé dans la voie de sa détérioration. La note d'espoir, bienséance optimiste à l'américaine sur laquelle il est de bon ton de clore un livre portant sur d'aussi lourds sujets, n'exprime rien de plus aujourd'hui qu'une convention rhétorique, aussi peu convaincante en son fond que peut l'être, à la fin d'une fiction d'anéantissement, l'image d'un oiseau s'envolant d'un champ de ruines. Plutôt que d'avouer sa défaite, le capitalisme vaincu par lui-même entraînera le monde dans son propre naufrage. Ceux qui, pleinement conscients de sa nocivité, ont combattu ce système en justifiant politiquement leur combat, ressentent tous aujourd'hui le malheur de cette conscience qui lie son propre échec dans la sanction souverainement indifférente de la nature. Le sentiment d'absurdité qui s'en dégage paraît renvoyer à une autre époque de la philosophie, celle d'un existentialisme de la désillusion qui aurait eu à faire le deuil, précisément, de la conscience comme clé de la liberté, de l'action et de l'engagement. Il est aujourd'hui probable que ce n'est pas l'intelligence des contradictions, ni un changement collectif instruit, ni une insurrection du cœur et de l'esprit, ni même une juste révolte de la misère, mais le chaos climatique insensible et brutal qui prononcera, toujours au détriment majeur des plus pauvres, la condamnation de l'exploitation capitaliste et le désaveu de son hypertélie, et cette idée n'a rien qui puisse faire sens pour un acteur volontaire de la transformation politique et sociale, qui place spontanément une dynamique rationnelle de la conscience, de la réflexion et de l'action à la racine de son engagement. La volonté révolutionnaire, qui a partie liée avec l'intelligence stratégique et la décision, a cédé sous la pression indéfiniment aggravée d'un fatalisme triste. Le progressisme le plus critique et le plus exigeant a dû s'accommoder de l'idée qu'il est trop tard pour vaincre politiquement le capitalisme et qu'il ne s'agit plus à présent, étant sourdement admis qu'il est désormais seul à pouvoir être l'artisan de sa propre mort, que d'attendre que son suicide soit consommé, et durant cette attente, de préparer un post-capitalisme qui serait apte à en tirer les leçons. Cette perspective de non-maîtrise rend compte du désespoir politique contemporain, né de la conviction diffuse que l'avenir de l'humanité, échappant à la conscience, est désormais entre les mains de la nature, dévoilant ainsi une submersion inédite de la volonté. En s'appropriant une devise qui allait devenir justement célèbre et par laquelle Romain Rolland résumait ce qu'il pensait être la bataille de l'homme, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, Antonio Gramsci fit plus qu'enrichir le catalogue des maximes roboratives dont a besoin chaque acteur d'une lutte pour l'émancipation, lorsque le but de cette dernière lui paraît désespérément hors d'atteinte. Il recommandait une division méthodique du travail entre deux facultés, sans craindre d'opposer sur un modèle nettement antithétique et dans la forme du paradoxe, ce qui devait s'unir ensuite sur le mode d'une indispensable complémentarité, voire, plus rigoureusement, d'une articulation dialectique. L'intelligence anticipatrice, qui ne prévoit et ne vise que les facilités, n'est d'aucun usage hors du court terme. Elle est par excellence celle de l'hypertélie aveugle du système capitaliste dans toutes ses réalisations. Seule l'intelligence qui prévoit les difficultés à l'échelle globale protège à long terme des conséquences de l'application bornée de la première. À partir d'un bilan clair des données du présent et de l'établissement rigoureux des tendances évolutives, l'anticipation rationnelle pessimiste est donc la condition de l'optimisation réaliste de la volonté. Sa censure par le système de l'économie de marché, cas du rapport Meadows, a produit l'état du monde contemporain et le désarroi généralisé devant sa désagrégation imminente. Aujourd'hui plus que jamais, une intelligence pessimiste, c'est-à-dire lucide, doit instruire ceux qui travaillent à la construction d'un nouvel optimisme. Un mot d'ordre simple devrait, suffisamment réfléchi, permettre à ce qui demeure aujourd'hui d'intelligence non aliénée de sortir de l'impuissance résignée où somnolent les témoins passifs de l'inévitable déclin. Arrêter d'espérer, décider de comprendre, commencer à vouloir. D'ici la fin du XXIe siècle, des millions d'hommes et de femmes seront contraints de quitter leur lieu de vie pour trouver ailleurs les conditions d'une existence simplement possible. D'entre ces réfugiés,
parmi lesquels les puissances étatiques occidentales distinguent avec un scrupule déjà anachronique les réfugiés politiques, économiques et climatiques, il n'en est aucun qui ne soit la victime directe ou indirecte de la domination capitalisme du monde ou de son produit spontané, l'impérialisme, dont la matrice doctrinale s'est élaborée dans l'Angleterre victorienne avant d'engendrer sa forme la plus accomplie aux États-Unis d'Amérique. Outre la multiplication des foyers de conflit et le maintien souvent aggravé des inégalités entre les classes et entre les nations, la mondialisation du capitalisme a eu pour conséquence le bouleversement climatique et la détérioration des écosystèmes, produisant une désadaptation croissante des populations humaines à leurs conditions d'existence et impliquant une accentuation sensible des mouvements migratoires vers les régions caractérisées par une relative stabilité climatique, économique, politique et démographique. Broyés par un conflit rendu indéchiffrable par les intérêts stratégiques contradictoires des puissances intervenantes, les victimes de la guerre en Syrie ont ainsi, dans des conditions particulièrement inhumaines, quitté leur pays d'origine et des milliers d'entre elles sont mortes en Méditerranée, berceau célébré de la civilisation occidentale. Après un épisode d'attendrissement dû à la terrible image d'un enfant sans vie au bord d'une plage de la mer Égée, l'opinion publique des démocraties d'Europe, savamment façonnée par des discours alarmistes, a été depuis lors écartée de l'altruisme par l'idée d'une menace pesant sur ses acquis sociaux et politiques. Le danger, largement invérifiable, d'une infiltration terroriste utilisant les canaux migratoires des réfugiés a parachevé l'installation d'une psychose collective qui, dans la crainte d'un mal éventuel, a favorisé le mal réel le plus immédiat, la radicalisation xénophobe et le basculement dans l'extrême droite d'une partie des gouvernements occidentaux, États-Unis, Autriche, Hongrie, Pologne, Italie, Brésil, et une forte progression des partis d'inspiration néofasciste, voire néo-nazis, dans un grand nombre de pays européens. Ce sont ceux-là même dont la doctrine a favorisé un expansionnisme sans limite qui aujourd'hui exige le rétablissement des frontières et un ultra-protectionnisme bâtisseur de murs. Les mêmes qui ont applaudi à la destruction du mur de Berlin voient s'élever aujourd'hui sans indignation spéciale ces nouvelles fortifications de l'égoïsme et de la peur. De Marcel Jouandeau et Alexis Carrel à Jean Raspail, tout ce que la littérature collaborationniste et raciste a produit de plus sordide revient aujourd'hui. Fort de l'intérêt ouvertement témoigné par Reagan et par Trump, jouer rétroactivement un rôle d'anticipation prophétique face à une situation qui ne reflète que la tragédie de l'hégémonisme insatiable de l'Occident et son délire sécuritaire périodique d'identité menacée. Cette démesure autoprotectrice, qui cache sa faiblesse, sa haine du partage et son déni de la réalité derrière l'affichage ostensible des symboles de sa puissance, en même temps que derrière des enceintes militarisées, est aujourd'hui la figure dramatiquement objectivée des limites qu'un système politico-économique acculé au retranchement impose matériellement au progrès tant glorifié d'une civilisation qu'il voulait naguère universelle. Cette violence d'État, quotidiennement meurtrière, ne sera vaincue que par l'internationalisation de la solidarité envers ses victimes et par un combat permanent des forces de proposition de la société civile.